Voilà, bonjour à tous. Dans cette vidéo d'introduction à l'histoire des Diadoques, hein, donc les successeurs d'Alexandre le Grand, on pourrait s'intéresser à la question pourquoi justement s'intéresser aux Diadoques. Alors déjà, Diadoque en grec, hein, Diadokos, signifie successeur, et quand on met une majuscule, hein, on considère que c'est spécifiquement les généraux et les compagnons d'Alexandre qui vont se partager son immense empire hein, et qui vont lutter à travers des coalitions hein, pour se partager l'Empire. Hein. Donc le temps des Diadoques, en gros, c'est 323 à 281 avant notre ère, avec quelques grands personnages, certains fondateurs de dynasties royales. Hein. On connaît Ptolémée, Séleucos notamment, et Antigone le Borgne. Voilà donc pour les grands Diadoques. Alors, pourquoi déjà s'intéresser à eux? Alors, bon, évidemment, la grande figure des débuts de l'histoire hellénistique, ça reste évidemment Alexandre le Grand, mais il est tellement étudié, on va dire, qu'il fait un petit peu de l'ombre, et on n'a plus peut-être grand-chose à découvrir, en tout cas, voilà. Mais en tout cas, pour les dialogues, je trouve qu'il y a encore une part de mystère. Les sources sont pas aussi abondantes que pour Alexandre. Et voilà, donc c'est une période parfois un peu complexe, il y a énormément de retournements d'alliances. Des mariages aussi entre les enfants, les fils, les filles des dialogues, donc ça complexifie énormément. Voilà, il faut quand même un petit peu démêler tous ces fils, parfois un petit peu compliqués. Alors, voilà, moi personnellement, ça m'a toujours fasciné cette période-là depuis que je suis tout gamin, pour ainsi dire, depuis vraiment tout jeune, j'ai toujours une fascination pour ces dialogues. Alors, de loin, quand on voit comme ça la litanie de leurs conquêtes, de leurs batailles, des meurtres, etc., ils pourraient passer pour une bande de brillants, hein, de pirates, hein, mais bon, ils ont quand même des visions politiques, évidemment, c'est quand même un peu les héritiers d'Alexandre, donc c'est pas simplement des prédateurs ou des conquérants, voilà, c'est des visionnaires aussi, hein, quand on pense à Ptolémée, quand on pense à Séleucos, ils posent quand même les bases de royaumes qui vont perdurer pendant des siècles et qui seront ensuite intégrés à l'Empire romain. Donc ils sont un petit peu voilà les continuateurs hein, de l'œuvre d'Alexandre, hein, en essayant d'intégrer les indigènes, hein, voilà, une espèce de fusion, on pourrait dire, des élites hein, indigènes et gréco-macédoniennes. Alors, quand on voit comme ça le nombre de guerres, de batailles, de meurtres matrimoniaux, de retournements d'alliances, enfin, moi, personnellement, ça fait passer Game of Thrones pour une aimable fable. Hein. Voilà, hein, on remarquera que l'histoire dépasse toujours la fiction. Alors, je vais revenir quand même un petit peu sur les sources antiques, hein, donc on va dire les sources primaires, qui sont malheureusement pas extrêmement abondantes, mais enfin qui le sont un peu plus pour les guerres de succession. C'est vrai qu'après il y a un trou, on va dire au IIIe siècle, en gros des années 250 à 200, on a peu de sources. On a de nouveau des sources quand ils vont lutter contre les Romains. Hein. Donc là, notamment, on a Polybe et Tite-Live qui viennent à notre secours. Donc pour revenir au départ donc des Diadoques, on dispose du livre 18 et 19 de Diodore et le livre 20 qui lui est très lacunaire. Alors on y reviendra, mais Diodore qui s'appuie essentiellement sur Hieronymus de Cardia, donc qui est un contemporain des Diadoques. Alors on s'appuie aussi sur les biographies, les célèbres biographies donc, de Plutarque, hein, il en a fait trois qui concernent, on va dire, les dialogues, enfin une en tout cas particulièrement, c'est Eumène de Cardia, donc il va en gros défendre la cause des rois face notamment à Antigone. Hein. Ensuite on a Démétrios, alors, qui n'est pas strictement parlant un dialogue, mais enfin voilà, qui est quand même le fils d'Antigone et qui sera quand même roi de Macédoine et aussi Pyrrhus aussi, hein, qui est contemporain des dialogues. Donc voilà, on a les biographies aussi de Plutarque, même si c'est vrai, on est quand même assez étonné, enfin voilà, qu'il n'y ait pas des biographies, par exemple, de Séleucos ou d'Antigone. Enfin, c'est vrai que bon, Plutarque, voilà, pour diverses raisons, s'est intéressé à des figures peut-être moins importantes, comme celle de Mène, par exemple, que j'ai beaucoup étudié d'ailleurs en mon jeune temps. Autre source également, c'est Justin. Alors lui, il est beaucoup plus tardif, hein, il est de la fin de l'Empire romain, mais il a un intérêt, c'est qu'il a résumé en fait les histoires philippiques, donc en gros les histoires de la Macédoine, hein, de Trogue Pompée, hein, qui était un gallo-romain d'ailleurs. Et donc voilà, Justin est d'un grand secours. Alors pour revenir aux sources antiques, voilà, les sources contemporaines sont
très très rares ou réduites à l'état de fragments. Donc on sait voilà, qu'il y avait l'histoire des diadoques donc de Hieronymus de Cardia, hein, qui était le collaborateur d'Eumène, puis ensuite d'Antigone de Borgne. Et comme je l'ai dit, Hieronymus a inspiré en droite ligne Diodore de Sicile. Donc Hieronymus qui est assez fiable, hein, visiblement, hein, voilà, pour le coup. Autant Diodore parfois est à prendre avec des pincettes au livre 17, donc quand il parle d'Alexandre, il y a une part de légende, de fable, autant il est très fiable, très détaillé. D'ailleurs, c'est très moderne, hein, quand on lit Diodore, on est saisi, enfin, c'est vraiment d'une très grande modernité, même dans le style. On a aussi, donc, je l'ai dit, les vies de Plutarque, hein, donc vie de Mène et de vie de Démétrios. Et on a aussi enfin voilà, les Arien aussi, hein, donc évidemment le célèbre rédacteur l'Anabase, hein, qui est basé sur Ptolémée et Aristobule, donc l'Anabase Alexandre bien sûr, qui a écrit une méconnue histoire de la succession d'Alexandre, mais qui est là réduite aussi à l'état de fragments. Mais enfin voilà, on a quelques fragments quand même hein, d'Arien. Et enfin, on a aussi donc les histoires philippiques de Troc-Pompée dont j'ai parlé également. On peut citer aussi les Macédoniques de Doris de Samos, hein, que Plutarque cite hein, d'ailleurs plusieurs fois en disant voilà, j'utilise comme source Doris hein, dans la vie de Mène et de Démétrios. Donc la principale source hein, pour le temps des diadoques, on pourrait dire que c'est les livres 18 à 20. Après, les sources sont vraiment trop fragmentaires, trop lacunaires. Alors, voilà, je ne vais pas forcément m'étendre sur les guerres des Médocs, parce qu'on a bien compris, je vais les étudier à travers des biographies. Mais déjà, on pourrait distinguer, on va dire, deux catégories de diadoques. Il y a ceux qui étaient donc des généraux d'Alexandre, mais qui n'ont jamais eu l'occasion de se proclamer roi, et ceux qui ont pu se proclamer roi, hein, un petit peu plus tard, hein, 20 ans plus tard, notamment évidemment Antigone, Ptolémée, Cassandre, et Séleucos. On peut mettre aussi dans ce même panier Cassandre, hein, mais bon, la dynastie Antipatride, donc, qui est le fils d'Antipater, ne va pas perdurer. On pourrait également citer d'ailleurs Lysimaque, mais il ne va pas laisser derrière lui de dynastie. Et donc voilà, il y a quand même de grands généraux aussi qui ont eu parfois des destins tragiques. Pensons à Perdiccas, pensons à Eumène de Cardia, mais qui n'ont pas eu voilà, l'occasion de fonder de dynasties. Alors voilà, c'est intéressant parce que les guerres des dialogues sont assez complexes. Moi, je maîtrise un peu parce que ça fait on va dire globalement, ça fait un petit peu 30 ans que je m'y intéresse. Mais voilà, il y a des retournements d'alliances sempiternels, il y a des mariages aussi entre dialogues donc sacrés, d'inextricables querelles matrimoniales. Et voilà, je vais évoquer que très rapidement, on va dire, euh, euh, les principaux conflits de ce qu'on va appeler les guerres des dialogues. Donc il y a d'abord un premier conflit, donc c'est la guerre Lamiaque, hein, 323-322, qui en fait oppose une coalition des Grecs, emmenée notamment par Athènes, contre les Macédoniens, hein, donc, du temps d'Antipater, hein, qui va d'ailleurs recevoir le secours de Cratère, hein, et donc les Grecs seront écrasés à la bataille de Cranon, hein. On considère que c'est un petit peu voilà, le champ du cygne de l'indépendance des cités grecques. Ensuite, il y a strictement parlant la première guerre des Diadoques, donc c'est 322-321. En fait, ça oppose le régent Perdiccas à une coalition emmenée principalement par Ptolémée hein, et Antipater, et Perdiccas donc, qui trouve la mort en Égypte, assassiné par Séleucos notamment. Il y a ensuite la seconde guerre des Diadoques, donc là c'est 319-315, qui oppose en fait Antigone le Borgne à une coalition. Alors en fait, il y a un moment où Antigone le Borgne, en fait au départ, est le stratège Antipater. Ensuite, à la mort d'Antipater, il va être contre son successeur, donc Polyperchon. Et donc Antigone le Borgne va être très ambitieux parce que voilà, c'est un personnage central, hein, parce que voilà, il veut allier, on va dire, dans un grand empire Europe et Asie. Et Antigone le Borgne, donc dans cette seconde guerre, enfin deuxième guerre, pardon, des Diadoques, va principalement lutter contre Eumène de Cardia, qui va vaincre Gabienne, hein, bataille de Gabienne, on est en Médie, en 307. Ensuite, il y a une autre guerre des Diadoques, la troisième guerre, hein, c'est 314-311, qui oppose là plutôt en Grèce et en Syrie, donc Antigone, à une nouvelle coalition.
On sait d'ailleurs que son fils Démétrios est vaincu en 312 par Ptolémée à la bataille de Gaza. Ensuite, on a la guerre babylonienne 311-309, donc qui oppose Antigone à Séleucos, hein, et donc ce dernier est vainqueur et reprend pied dans sa satrapie de Babylonie, hein, ce qui marque le début de l'ère séleucide. Ensuite, on a la quatrième guerre des Diadoques, donc c'est 308-301 qui oppose Antigone à une nouvelle coalition, et il finit par être vaincu donc en 301 à la bataille d'Ipsos, hein, durant laquelle il trouve la mort. Enfin, on a des conflits, alors parfois très complexes, hein, entre Démétrios Poliorcète et Cassandre en Macédoine et en Grèce. Hein, et on sait que voilà, Démétrios finit par prendre pied en Macédoine et à se faire proclamer roi, provisoirement. Après, il est chassé par Lysimaque et Pyrrhus. Et enfin, on a la guerre pour la Macédoine, hein, entre Lysimaque et Séleucos, qui termine donc par la victoire de Séleucos à la bataille de Kouroupélion, en 281, qui marque, on pourrait dire, la fin de la période des Diadoques, parce que quelques jours, quelques semaines après, Séleucos trouve la mort, il est assassiné par un fils de Ptolémée. Et donc la fin des Diadoques, hein, marque le début de l'ère des épigones. Hein. Donc les épigones, c'est littéralement, on pourrait dire, les héritiers, donc sont en fait les fils et les descendants des Diadoques, donc c'est la seconde génération. Donc le principal, c'est Démétrios Poliorcète, hein, qui est le fils d'Antigone le Borgne. On a aussi le fils de Démétrios, donc Antigone de Gonatas, hein, qui va être proclamé roi de Macédoine et donc fondateur de la dynastie antigonide. On a également Ptolémée II, donc le fils de Ptolémée Ier, bien sûr, et Antiochos, fils de Séleucos. Et donc ces souverains vont installer durablement donc, des dynasties, hein, les Antigonides en Macédoine, les Lagides ou les Ptolémaïques, hein, en Égypte, et les Séleucides en Asie, hein, Syrie, Mésopotamie et Perse à l'époque. Hein. On a aussi les Attalides d'ailleurs, hein, qui vont en fait régner autour de Pergame, qui sont au départ en fait les héritiers de Philétéros, un général macédonien rallié à Lysimaque. On peut aussi citer parmi les épigones Pyrrhus, hein, qui est le roi des Pyres, un lointain parent d'ailleurs d'Olympias, donc la mère d'Alexandre, et qui a combattu les Romains. Alors, voilà pour ce petit topo, on pourrait dire, d'introduction par rapport au diadoque, et on détaillera les nombreux conflits dans des biographies. Voilà, je vous remercie.